Alors on est à la vidéo numéro 11 qui s'appelle « Incitation financière, source de motivation et de satisfaction ». Bonjour, nous allons voir là maintenant la vidéo intitulée « Incitation financière, source de motivation et de satisfaction ». Alors, le salaire n'est pas une source de motivation et de satisfaction primaire comme cela l'a été à une époque lointaine. Dans les 5 théories de la motivation d'Herzberg, le salaire ne figure pas. Il peut par contre être une source d'insatisfaction. En général, une fois que le salaire dépasse un certain seuil, ce n'est plus un facteur de satisfaction, mais la manière de déterminer son montant peut être une cause possible de mal-être. Le montant du salaire adéquat devrait se calculer à partir du niveau socio-économique du sujet et du coût de la vie. Cependant, on observe que le montant du salaire peut satisfaire un individu et causer des frustrations chez un autre, même si les deux occupent le même poste. Au cours du temps, on a commencé à voir le salaire comme un moyen de satisfaire d'autres exigences autres que celles de la survie. Avec l'argent, on donne plus d'importance aux exigences de la condition sociale, de sécurité, de reconnaissance et d'affiliation. En termes de gestion, les salaires doivent être fixés suivant le mérite de chacun. Le plus compétent devrait recevoir les plus grands salaires. À première vue, c'est un critère équitable. Mais dans la pratique, cela constitue une source d'insatisfaction pour la majorité des cadres. D'abord, on s'est aperçu que plus la dépendance entre salaire et rendement est grande, plus l'employé perd l'intérêt pour son travail. Autrement dit, si on voit en son travail le simple moyen de gagner de l'argent ou de gagner plus d'argent, on ne se concentre plus sur son travail proprement dit, mais on se concentre sur la récompense qu'on recevra à avoir bien travaillé. Deuxièmement, l'augmentation de salaire dépend totalement du jugement des supérieurs et de leur capacité à distinguer les divers degrés de capacité du travailleur. Mal évalués, eh ben, ils seront donc ces personnes qui... Ces compétences, donc on enlève la phrase d'avant, donc ces compétences mal évaluées sera une source de démotivation. Troisièmement, si la date de percevoir son salaire n'est pas fixe et que ce sont les supérieurs qui décident de cette date, c'est une façon de leur rappeler que les opérateurs ont des positions d'infériorité. Par conséquent, ces subordonnés font leur possible pour plaire à leurs supérieurs, ce qui est très dégradant et humiliant. Quatrièmement, ceci met les cadres dans une grande rivalité quand ils lorgnent des augmentations. La compétition les oblige à se voir comme des ennemis, ce qui détériore les relations interpersonnelles en milieu de travail. Chaque personne est convaincue d'avoir des qualités et démoralisée quand un autre quand une autre personne ne partage pas son point de vue. Au lieu de motiver pour faire plus, cela produit un effet contre-productif. Alors, de ce qui précède, on peut dire que ce n'est pas le montant du salaire qui procure la satisfaction, mais la façon de le fixer. D'autre part, le salaire calculé sur le mérite est une source de problème. Pour ces raisons, les salaires basés sur le rendement ont perdu en popularité et presque tous les personnels préfèrent un système de rémunération par heure de travail. Les autres aspects qui occasionnent de l'insatisfaction entre les employés est le secret qui entoure le salaire dans l'entreprise. En général, la coutume est de maintenir le caractère confidentiel. Personne ne sait ce que touche son collègue ou son supérieur. Ceci fait qu'il y a souvent une surestimation des montants
des augmentations accordées aux collègues et chacun croit qu'il a obtenu moins que la moyenne des augmentations. Ainsi, la motivation diminue et chacun peut penser que le montant du salaire n'est pas en accord avec ses compétences ni avec son rendement. Alors, comme un employé ne peut connaître le montant du salaire de ses collègues, il ne peut juger sa valeur personnelle par rapport à celle des autres. De plus, il ne sait pas, comme ses supérieurs, comment ses supérieurs le positionnent par rapport aux autres. Une solution est de rendre publics les salaires perçus par chaque employé. Donc en conclusion, le salaire qui a pour objectif de stimuler l'employé pour qu'il donne le meilleur de lui-même et avoir une satisfaction, s'avère dans la majorité des cas le contraire. Alors, quant à l'intérêt pour le travail, il est étroitement lié à la motivation et à la satisfaction. L'intérêt se définit comme l'intensité de l'identification du sujet au travail. Alors, quelle importance a son travail pour lui? Quelle fonction remplit son travail dans sa vie? À quel point s'identifie-t-il à son travail? Alors, à une identification complète correspondra une grande satisfaction. L'identification influence beaucoup la satisfaction de l'employé. Il est nécessaire que les entreprises sachent en quoi cela consiste. Qu'est-ce qui fait qu'une personne s'identifie pleinement à son travail? Cela dépend-il des caractéristiques personnelles de l'employé ou celles du poste occupé? Au vu des résultats des recherches, les unes et les autres sont en étroite relation. Les caractéristiques personnelles les plus importantes sont l'âge, les forts besoins de croissance et l'adhésion au système de valeurs lié à l'effort au travail. Ainsi, il n'est pas étrange que l'âge affecte la satisfaction au travail, car plus on avance en âge, plus le système de valeurs augmente. Les employés les plus âgés s'identifient davantage à leur travail que les plus jeunes. Ceci est dû certainement au fait qu'ils ont eu plus de chances à obtenir un poste ou un avancement parce qu'ils ont occupé des postes intéressants et avec une responsabilité. Et par conséquent, ceci les a aidés à satisfaire leurs besoins de croissance. Les employés les plus jeunes sont sur des postes sans grande responsabilité et avec moins de travail intéressant. Pour cela, le travail leur paraît moins stimulant et moins attractif. Alors, face à l'insatisfaction, une deuxième carrière est recherchée pour justement de nouvelles satisfactions. Alors, un nombre important de cadres, de scientifiques et autres professions d'un certain âge démarrent une nouvelle carrière. Cette tendance ne consiste pas à changer d'emploi, mais d'avoir une nouvelle occupation totalement différente. Ceci arrive surtout quand les personnes ont été déçues dans leur travail antérieur. Rien ne les attire et ils n'espèrent rien d'un autre poste similaire. Ce sont en général des personnes actives, intelligentes et qui ont connu une réussite lors de leur précédent emploi. Ils changent complètement, non pour se mettre en échec, mais parce que leur sentiment de frustration et d'insatisfaction est extrême. Par exemple, un directeur âgé de 40 ans a dit « Chaque jour, je me sentais encore plus déprimé et je ne savais pas pourquoi. J'ai atteint tous mes objectifs, ma vie était parfaite dans tous les domaines et malgré ça, je ne pouvais m'empêcher de me sentir déprimé à cette étape de ma vie. » Les personnes dont on parle, comme ce directeur, ont obtenu tout ce qu'elles pouvaient espérer au niveau économique, voiture, maison. Pourtant, toutes ces possessions matérielles ne leur procuraient ni satisfaction ni sentiment de réussite. Cela signifie que la réussite professionnelle ne suffit pas pour être heureux.
Ceux qui, en âge mûr, optent pour une autre carrière sont les plus courageux de l'entreprise. Ils possèdent un équilibre psychique, une grande auto-estime et une grande ambition. L'intérêt et la réalisation personnelle sont plus importants que le montant du salaire. Il semble que la recherche d'un objectif leur procure une plus grande satisfaction que l'atteinte de l'objectif. Malheureusement, une seconde carrière commence à être un problème pour un nombre croissant d'employés qui ont un âge supérieur à 45 ans. C'est ainsi que les entreprises perdent leurs meilleurs cadres. S'ils ne trouvent pas une deuxième carrière et restent à leur emploi, ils sont alors insatisfaits et leur travail n'a plus d'intérêt. Maintenant, il y a aussi l'employé qui est licencié. Il y a d'innombrables cas d'employés licenciés et ce pour diverses raisons, donc il y a l'introduction d'un processus automatisé, l'organisation ou la réorganisation de l'entreprise, la fermeture d'un département, etc. Dans des périodes d'inflation économique, beaucoup d'entreprises diminuent leur production ou liquident leurs affaires. Ceci signifie que beaucoup d'employés se retrouvent sans travail, même s'ils n'ont aucune responsabilité de ce qui leur arrive. Les études ont montré une chose évidente, ceux qui ne trouvent pas un travail suite à un licenciement subissent un grand stress. Ils peuvent même se sentir coupables d'être dans cette situation. Ils se sentent déracinés et n'ont plus de liens sociaux. Ils ont fréquemment des maladies physiques, psychiques et peuvent aller jusqu'au suicide. Les employés qui avaient un niveau élevé dans la hiérarchie souffrent plus que ceux qui étaient au bas de l'échelle. Ces derniers s'adaptent mieux. Chez les hauts cadres se produit un changement radical et durable qui se répercute sur le style de vie et dans les valeurs. Le trauma de la perte d'emploi ne disparaît pas, même après avoir retrouvé un autre emploi. Une étude sur des personnes licenciées a montré qu'après avoir retrouvé un autre travail, elles ont retrouvé petit à petit une auto-estime, mais jamais au même niveau d'avant la perte de l'emploi.